Bonjour tout le monde, troisième podcast en collaboration avec Momy et l'épisode Dans ta bulle. Et aujourd'hui, on se situe à Clermont-Ferrand. Ville somme toute sympathique, hein. J'ai eu l'occasion de faire un petit tour. Alors, c'est pas hyper bien desservi en termes de tram, mais notre cher libraire pourra en témoigner plus que moi. Mais en tout cas, j'ai eu l'occasion de découvrir la librairie Momy Clermont-Ferrand. Très agréable, hein, comme toutes les librairies Momy, évidemment. Voilà, je vois des personnes qui font des grands gestes devant moi. Heureusement que vous n'avez pas le visio. Et donc, avec moi aujourd'hui, le libraire Romain. Salut. Salut. Ça va ? Ça va pas mal. On a bien mangé, on a bien bu. Exactement. Ça, faut le dire après. C'est parce vrai ? qu'après, ils vont comprendre. Enfin, ça va expliquer plein de choses dans ce podcast. D'accord. Quoi. Donc, En plus, on s'est trouvé une passion commune. En Oui. plus des comics, la bière. La nourriture. Et la nourriture, évidemment. Ça va de pair. Absolument. On mange bien et on boit bien, quoi. C'est la France ici. Non, pardon. Oh, on coupera ça au montage, Ce sera coupé évidemment. au montage, bien sûr. Je suis pas française, totalement, en plus. Non, mais c'est trop cool de t'avoir rencontré, de t'avoir sur le podcast. C'est ton premier podcast, Tout à fait. comme Mika de Momy Lyon. Donc, l'idée de ce podcast, ça va se focus sur James Tynion IV. Tout simplement parce qu'il y a la possibilité à Momy Grenoble de rencontrer James Tynion IV et Michael Wash pour le dernier titre. Exquisite Corpse. Exquisite Corpse, voilà. Et donc d'abord, on va faire un petit focus sur toi. Ok. Nous raconter un peu qui tu es, comment tu es arrivé à être libraire, puis ensuite on va parler de ce scénariste quand même un peu de renom qu'on voit partout, qui a fait beaucoup de choses. Alors petite info, on va notamment parler de James Tynion IV sur l'indé. Parce que ça serait beaucoup trop long d'aborder tout ce qu'elle a fait en termes de super-héroïsme, mais bon, Sa pourquoi carrière pas. est très longue de ce point de vue-là. Exactement, mais pourquoi pas refaire un autre podcast dessus si vous en voulez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Romain, est-ce que déjà tu peux te présenter comment tu es arrivé à être libraire ? Bien sûr. Pour moi, la librairie, ça a commencé par un stage de découverte, à un moment où je me réorientais. C'est parti d'une semaine, qui s'est transformé en 2 semaines, puis en 3 semaines, puis en un mois, suite à des renouvellements. On dirait le scénario d'une mauvaise série. J'étais un peu contrat-saisonnier à la semaine, stagiaire à la semaine. Finalement, comme ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu l'occasion de travailler après pendant les fêtes à la librairie Momy, du coup, à Clermont-Ferrand. Et là encore, étant donné que ça s'est plutôt bien passé, je suis engagé pour une plus longue durée. La librairie, pourquoi ? Parce que j'ai toujours été dans les métiers un peu social, un peu avec un contact humain, un peu ce côté conseil. Et depuis quelques années, passionné de BD, de bouquins en tout genre, ça me semblait être une bonne direction. Ok, avant de connaître un peu plus tes lectures et tes domaines de prédilection, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Qu'est-ce que ça représente pour toi être libraire Momy ? Être libraire Momy, ça représente déjà une certaine appétence pour la lecture, bien évidemment. Ça représente aussi le besoin, l'envie, je dirais, de partager sa passion avec d'autres personnes, qu'elles soient profanes, entre guillemets, si je peux dire comme ça, ou déjà plongées dans ce genre de milieu. C'est vraiment des échanges, c'est vraiment du partage. Le fait de faire découvrir des choses, d'avoir des retours aussi de clients qui sont satisfaits, qui sont contents de ce qu'on leur a fait découvrir, c'est très valorisant. Donc je dirais que c'est avant tout ça, c'est vraiment du partage, c'est vraiment de la découverte, un échange de passion, d'intérêt, que ce soit entre collègues, que ce soit avec d'autres personnes. C'est ça qui pour moi est le plus important. Et justement, toi, ton lien avec le comics, ça a commencé comment ? Donc, tu étais aussi lecteur de BD. Je sais que du coup, dans la librairie, tu bosses aussi sur la partie BD. Mais voilà, sur le comics, comment c'est arrivé ? Quelle a été ta première lecture ? Alors, le comics, ça a commencé... ça a été sporadique. Je pense comme beaucoup de personnes finalement, j'ai connu les comics quand j'étais petit avec les super-héros classiques du style Batman, Superman, Spider-Man et tout ça. Plus tard avec les films, avec le Marvel Cinematic Universe qui a effectivement contribué à remettre sur le devant de la scène beaucoup de ces super-héros-là. À un moment donné où c'était quand même assez vieillissant, où on était une période de transition entre... Qu'est-ce qu'on fait de ces héros ? Est-ce qu'on en change un petit peu l'image ? Est-ce qu'on les modernise Pour ou le pas ? côté un peu drôle et comique. Exactement, ouais. Et sérieux. Complètement. Puis ça s'est effacé pendant un petit moment où j'en ai pas relu pendant très très longtemps. C'est là où c'est intéressant à voir, c'est que au moment où j'ai arrêté d'en lire et le moment où je me suis remis à en lire, il y avait déjà beaucoup de changements qui avaient été opérés, que ce soit dans la ligne éditoriale des comics ou dans la direction artistique que ça prenait. C'est fou comment ça évolue très rapidement. Ça évolue super vite. Donc finalement, c'est resté à partir de là. Je pense que j'ai repris de l'intérêt quand je me suis remis à travailler en librairie pour ce genre de bouquins. Et pas à regret justement, parce que j'ai pu redécouvrir pas mal de choses, que ce soit du comics plus grand public avec Marvel et DC, et
plus particulièrement dans le comics indépendant. Toi, t'es plus dans le comics indépendant. Je suis plus dans le comics indépendant, complètement. Ouais. Dans la librairie Momie à Clermont, comment ça se passe côté rayon comics? Est-ce que comment vous le pensez? Parce que je sais que notamment il y a la mise en avant avec des tirages. Et comment ça se passe en termes de public? Est-ce qu'il y a un public fidèle? Il y a Surtout un public... qu'on connaît en fait ce lectorat de niche, les fameux 4%, etc. quoi. Absolument, on a une base. Alors, le public n'est pas énorme. On ne peut pas dire que ce soit la plus grosse base de lectorat, que ce soit. Enfin, si on compare le franco-belge et le comics, par exemple, évidemment, le franco-belge va gagner haut la main. Le comics est plus niche, comme on l'a dit. On a quand même une base stable, je dirais 10-15 personnes. C'est à la louche, hein, j'ai pas de chiffres exacts à donner, vraiment. Mais on a quand même une base qui revient régulièrement, qui a certaines connaissances, qui vient parler avec nous des derniers titres, qui s'intéresse à ce qui est sorti. Des fois, ils savent ce qui est sorti avant nous. Hein. C'est le monde des passionnés. Ouais, c'est clair. Des fois, t'es là, oh là là, merde, j'ai pas assez bien travaillé. C'est un peu ça. On en a quelques-uns qui viennent nous voir. Ah, t'as vu, il y a un titre de telle licence qui sort là. Ah, tiens. Ah oui, bah oui, effectivement. Ah oui, bien vu. Ouais, tiens, j'avais oublié, pardon. Je l'avais noté, mais voilà, j'ai perdu le papier. Donc, non, on a il y a une vraie base niche, mais c'est une base qui est très sympathique. Hein. C'est toujours des gens qui sont très passionnés, qui sont très intéressés, qui sont pas fermés, en plus de ça, à l'idée de découvrir d'autres choses. Bien entendu, ils ont leurs auteurs préférés, hein, que ce soit du Morrison, du Kirby, chacun son clan, du Snyder ou autre. Ils ont leurs petites préférences, mais ils sont jamais fermés à découvrir d'autres choses, même d'auteurs qu'ils n'apprécient pas forcément de prime abord. C'est des gens qui sont très ouverts aux conseils en disant, effectivement, je sais que t'aimes pas cet auteur-là, mais moi, il m'a surpris. Essaye, tu me diras ce que t'en penses, et généralement, ça passe bien. Ouais, c'est top. Ouais. Et du coup, tu me disais quand même en off que vous avez dû quand même réduire un peu une étagère, tu vois, pour faire un peu moins de propositions côté Marvel. Enfin, comment un peu c'est pensé en termes de présentation? En termes de présentation, évidemment, on va mettre les nouveautés en avant, puisque c'est ce qui marche le mieux, hein, concrètement, c'est les nouveautés, que ce soit chez DC ou chez Marvel, c'est ce qui va le mieux marcher. Sur l'indépendant, c'est un peu plus particulier, puisque c'est des titres qu'on va découvrir un peu n'importe quand, finalement, quelle que soit la période. On va dire, tiens, il y a ça qui est sorti, ça aborde ces thèmes-là. Justement, on en parlera avec James Tynion tout à l'heure, qui a abordé de multiples sujets, mais c'est bien d'aborder d'autres prismes de réflexion par rapport aux comics, d'autres thématiques. Donc, c'est plus organisé comme ça. Je te disais, Marvel, effectivement, on a réduit un peu le catalogue du fait que c'est, si on passe l'expression, c'est un peu le bordel, quoi. Quelqu'un qui veut commencer du Marvel aujourd'hui, c'est très compliqué. Ouais. Il y a des récits phares, mais parmi ces récits phares, certains ne sont plus édités, certains ne sont plus trouvables, que ce soit en termes de timeline ou en termes de chronologie. C'est très fouillis, il faut arriver à avoir lu certains comics. Certains numéros d'il y a quelques années. Ouais. Donc c'est compliqué pour aujourd'hui, pour un novice, de commencer du Marvel. Même un peu du DC, hein, finalement, on voit qu'ils même ont fait... DC, parce que si je rentre dans la bataille de la dualité qui est connue depuis les années 60, DC, c'est pas un peu plus simple? On sait qu'il y a la collection absolute, c'est ça, qui est assez accessible quand même, qui permet vraiment de connaître ces personnages-là, indépendamment de tout ce qu'il y a eu avant. Absolument, dans l'idée, c'est plus simple. Maintenant, il y a quand même du ménage qui est fait dans leur catalogue de manière régulière. On a des titres qui disparaissent, des titres qui reviennent, sans qu'on comprenne trop les décisions qu'il y a derrière. Après, c'est pas forcément notre boulot, mais on est obligé de faire avec. Vous en pâtissez aussi. C'est ça, on en pâtit aussi. Alors, pour leur titre phare, globalement, ça reste assez identique. Hein. Ils ont Batman en porteur qui... ça ne bouge pas. Après, on a d'autres titres du Black Label qui ont tendance des fois à disparaître un peu de manière aléatoire, qui reviennent un petit peu plus tard, qui méritent d'être connus aussi. On s'arrête souvent chez DC à Superman, Batman, etc. Dans ces collections-là, mais où ils ont beaucoup, même eux, de titres indépendants qui sont très très cool. J'ai une petite question avant d'aborder James Tynion Ford, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Quel est ton regard sur l'évolution du comics, sur son terme, le terme qui est moins utilisé aussi maintenant, sur son format aussi qui évolue, où le format classique est parfois remplacé par le format BD franco-belge. Est-ce que toi, tu es attaché aux comics de base? Quel est ton regard dessus? Alors, l'évolution... Alors, j'aime pas les formats souples, pour commencer. Vraiment, je n'aime pas ça. Ça, c'est clair, je l'ai dit. Ça, c'est un sujet, c'est ma préférence personnelle. C'est un running gag avec des collègues, mais je n'aime pas le format souple, je n'arrive pas à aimer ça. J'aime bien avoir un ouvrage en dur devant moi, avec un grand format, quelque chose avec lequel je peux vraiment profiter, me poser. Donc, je suis
plutôt satisfait, moi, de voir des comics qui sortent en format dur, un peu plus lourd. Certes, on va les payer un peu plus cher, mais je préfère. Après, je comprends, c'est pas pour toutes les bourses non plus. On n'est pas tous à pouvoir se payer, toutes et tous à pouvoir se payer un ouvrage à 30 € quand à côté, il y a le même en paperback à 10 € en format plus réduit et souple, quoi. C'est bien que ça existe, vraiment, parce que ça permet à tout le monde de pouvoir s'acheter les comics dont ils ont envie. Et de découvrir certaines licences qu'ils n'auraient pas forcément découvertes. Notamment avec le format d'ici Urban Nomad Exactement, aussi, qui est à 10 €, si je dis pas de bêtises. C'est ça, à 10 € tout à fait, qui permet justement de se faire une petite collection, de découvrir certains auteurs, certains titres, à moindre budget. Après, pour certains titres, c'est plus compliqué. Je trouve qu'on perd en qualité sur ce format-là. Je pense à des planches de Sean Murphy, notamment. Ou Batman. Ou Batman, ouais, tout à fait. Où on adapterait le dessin de Murphy, ou dans Punk Lord Jesus, par exemple. Alors, déjà, qui dessine en noir et blanc, que c'est très détaillé, que c'est très... qu'il faut un peu se pencher sur la planche pour bien discerner, et c'est très cool. Si on le met en petit format, ça va faire mal aux yeux au bout d'un moment, quoi. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est un peu ambivalent. Il y a ce côté où... c'est super parce que c'est très accessible. Moi, je sais que j'ai des proches à moi qui sont pas lecteurs et lectrices de comics, mais qui ont pu, par le prix et par le côté format un peu roman, tu le mets dans ton sac, t'as pas peur de l'abîmer comme un peu un paperback. Et en même temps, en termes de qualité visuelle, il y a des artistes où ça dessert. Ça dessert et du coup, ça dessert le récit. Et du coup, c'est d'autres expériences de lecture, quoi. C'est une autre expérience de lecture. Après, je continue de croire qu'il faut proposer ce genre de format, c'est bien, puisque le comics à la base est fait pour tout le monde. Même historiquement, ça a été créé de manière à ce qu'on puisse s'identifier, de manière à pouvoir s'évader un petit peu, de proposer des univers où on reflétait certains messages, que ce soit idéologiques, politiques ou autres, à travers des super-héros, à travers des fables un peu extraordinaires. Et de ce point de vue-là, tout le monde s'y retrouve. Et donc je continue à croire qu'il faut proposer plusieurs formats pour que ça rassemble plutôt que ça ne disperse une communauté qui n'aurait pas les moyens de s'acheter des comics à des prix beaucoup trop élevés, quoi. Ouais, je suis d'accord. Parlons du prochain Dieu du comics, peut-être. Est-ce que c'est abusé de dire ça? Dieu du comics, je sais pas. Jack, si tu nous entends, je parle pas de toi, évidemment, tu restes qui. Je pense qu'effectivement, il y a certains qui pourraient t'en vouloir de le qualifier. Oui, bon, écoutez, les puristes, là, calmez-vous. Hein. non, mais évidemment, pas Dieu du comics, mais c'est une étoile, en fait, là, James Tynion Ford. C'est fou. Et un scénariste très, très prometteur. Ouais. Quoi qu'il en soit, il est prometteur. On peut déjà dire qu'il a fait ses preuves, je pense. Il a déjà fait ses preuves en tant que scénariste. Comment toi tu définirais son style? Je pense qu'il peut continuer d'évoluer, ça c'est très cool. James Tynion. Là, une personne, tu vois, t'as une personne devant toi qui connaît pas, qui a pas tout lu. Je dis, alors pour un novice complet, on pourrait dire que c'est de l'horreur. Concrètement, c'est une dose d'horreur avec saupoudrée d'idéologie, qu'elle soit politique et surtout sociale. Il a une fascinante capacité à dépeindre une société à l'échelle micro. On le voit dans Night on the Lake, où il va prendre ce qu'il considère, enfin du moins ce que son personnage considère comme étant l'élite d'une nation, et avec cet échantillon d'une dizaine de personnes, il va peindre un portrait de la société américaine dans son ensemble. Donc ça, c'est très très cool, il le fait très très bien. Il saupoudre ça avec une dose d'horreur parfaitement maîtrisée. Lui-même l'avoue, étant très fan d'horreur, amateur de John Carpenter notamment. Il s'inspire énormément de ça. Donc son style, je le définirais comme ça, un mix entre John Carpenter, entre Stephen King et avec des essais, enfin avec des dialogues, je veux dire, très poussés, où il s'est passé beaucoup d'idées à travers ces scénarios, et je pense que c'est une bonne manière de le définir. Ouais, puis carrément, on peut peut-être rajouter aussi la caractérisation des personnages, avec une diversité de personnages, autant de personnages masculins que féminins, une représentation aussi qui est importante pour lui de la communauté LGBTQIA+. Il l'a dit déjà plusieurs fois, et je trouve que même si c'est ouvert, mais ça fait du bien en fait. Bien sûr. De voir une étoile montante en scénar, et surtout avec un public aussi large, de s'intéresser à ces questions-là, de les intégrer parfaitement dans son récit également. C'est ça. On va revenir sur Nice House encore une fois, mais il y a un personnage dedans qui effectivement fait partie de cette cause LGBT, et on n'a jamais l'impression qu'il a été mis là parce qu'il y avait un besoin scénaristique de le mettre là, qu'il a été mis là parce que tel éditeur ou telle personne a dû mettre la pression pour qu'il soit là. Non, il est là de manière naturelle, il fait partie de cette société comme il fait partie de la nôtre. Oui. Et c'est très très bien de voir ça, il est parfaitement intégré au récit comme cette communauté devrait être parfaitement intégrée à notre société. Mais tu as même ça dans le dernier titre, finalement, où on a un jeune, dès la première issue, donc au moment où on tourne ce podcast, il y a encore le premier issue. Je pense que ça sortira quand il y aura toujours le premier, mais très rapidement, on comprend qu'il y a deux garçons qui sont ensemble, et c'est pas un sujet, en fait, c'est une normalité. Juste, ils sont ensemble. Ça, voilà. Et je sais pas pour toi, mais ça fait tellement du bien, c'est tellement dans la veine qu'on a pu avoir dans Heartstopper, qui a été aussi adapté en série sur Netflix,
et qui fait du bien aussi à cette communauté-là qui ne souhaite pas être forcément stigmatisée dans des récits. Ni mise dans des cases, effectivement. Là, voilà, exactement. On est vraiment effectivement sur quelque chose de très bien intégré. Ouais. Est-ce que toi, tu te souviens de ta première rencontre, de ta première lecture de James Tynion Ford? C'est quel titre? Nice House on the Lake. Ok. Je m'en souviens très très bien. J'étais client à la librairie Momie quand j'ai découvert. Et alors ironiquement, j'avais jamais entendu parler de ce titre-là avec le battage médiatique pourtant qu'il y a eu autour de ce titre. La nouvelle bombe scénaristique James Tynion, Nice House on the Lake. Tout le monde les en parlait. deux premiers étaient sortis d'ailleurs. Et c'était curieusement comme ça. C'est une libraire qui travaillait ici, qui m'a dit bah tiens, prends ça, tu vas adorer. Elle me l'a pitché rapidement. Je dis bon bah, ok, je vais essayer. Dans la journée, je suis revenu chercher le deuxième. Je suis allé chez moi, je l'ai lu, je suis revenu chercher le deuxième pour le lire. En même temps, toi, tu l'as lu au bon moment parce que moi, je me souviens qu'il n'y avait pas le deuxième tome et que c'était un des premiers titres que j'avais fait à mon tout premier club de lecture. On était frustrés. Je me souviens à la fin de ce club en disant bon bah on n'a pas la suite, ça va être long. Mais tout comme on est frustré à la fin du deuxième tome, finalement, et à la fin du troisième sorti maintenant, où on attend vraiment de voir dans quelle direction il va partir. Exactement. Parce qu'il a cette capacité à flouer, de se dire, tiens, le scénario a l'air attendu, en fait, non, pas trop. Ah bah tiens, si, c'est ce que je... Ah non, toujours pas. Donc, est-ce que justement, pour toi, c'est ça la clé du succès de The Nice House? Ça en fait partie. Je pense que ça en fait partie, c'est qu'il a cette capacité à faire quelque chose de simple, et de le rendre complexe, mais progressivement. On n'est jamais perdu quand on va le lire, puisqu'on sait que les réponses vont arriver. On n'est pas pris pour un imbécile non plus, en se disant, bon, bah, la piste de réflexion est peut-être trop compliquée, va falloir qu'il me donne un indice ou une réponse. Non, ça arrive naturellement. Et plus on lit, c'est un auteur qui est très intéressant à relire justement pour ça, où on capte une petite nuance dans une phrase, une petite syntaxe qui nous avait échappé, un petit détail également dans le dessin, puisque sa collaboration avec Alvaro Martinez fait aussi énormément. Faut rendre aussi honneur au graphisme de Dlove qui est magnifique. Où on voit notamment avec le personnage de Walter son inspiration avec Carpenter, je trouve, avec The Thing notamment, qui ressort énormément, et je trouve que c'est magnifiquement bien rendu. Sur la figure de Walter qui est comme ça, qui est complètement défigurée, déstructurée, c'est impressionnant. C'est très très bien rendu, et je pense que c'est une de ses forces, de faire un scénario qui a l'air simple. De toute façon, quand vous regardez le pitch de Nice House ou de Something is Killing the Children ou d'autres de ses titres, c'est excessivement simple. Vous pouvez le pitcher en 3 lignes. Mais même du dernier, on est sur cet élément de... On a quelques persos qui sont dans un même lieu. Je dirais pas c'est pas un huis clos. En tout cas, c'est pas forcément tout le temps un huis clos, mais en tout cas... C'est un battle royal, finalement. Ouais, c'est ça, mais on se retrouve dans un lieu à chaque fois très identifiable où donc, du coup... tu vois, je pense aussi, on en reparlera après, mais je parle au spectrographe. Alors, je sais que celui-ci a moins plu, mais ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois dans ces titres, on va pouvoir s'immerger dans un lieu. Et du coup, ça me rend encore plus ancré. Tu vois, parce que je sais que je suis bloquée, ma spectrographe, dans ce manoir hanté, dans Escape Corps, dans cette ville qui est tout de suite dans le premier shoot très identifiable. Évidemment, The Nice House dans la maison. Et ça, c'est hyper chouette, quoi. Cette capacité à ancrer dans le réel, elle est très forte, même dans des situations, que ce soit sur Something is Killing, où on part de l'adolescence, finalement. Lui-même dit qu'il a une fascination pour le monde adolescent, dans le sens où les adolescents, selon lui, ont une tendance à vivre chaque événement pleinement. Comme si c'était une question de vie ou de mort. Je crois me rappeler qu'il avait dit ça en ces termes-là, et il a une certaine fascination pour ça, et qui rend très bien dans Something. Pareil dans Nice House, où c'est finalement une bande de copains. Dans Spectrograph, c'est juste un agent immobilier. Une agent immobilière qui vient faire visiter une maison. Et derrière la porte, c'est une vie de famille. Donc c'est des situations à chaque fois, du moins pas à chaque fois, mais pour beaucoup. The Deviant, c'est un auteur. C'est un auteur, un écrivain qui veut faire un article et qui vit, encore une fois, intégré dans la communauté LGBT. Oui, c'est vrai. Donc il a tendance à vraiment faire des ancrages dans le réel, comme on vivrait une situation de tous les jours, quoi. Complètement. Et d'un coup, ça part. Et on fait oh merde, je vais pas prévu ça. En fait, pas du tout. Très bien. Bon. Pour revenir sur The Nice House, on a eu du coup pas une suite, mais du coup une sorte de continuité avec The Nice House by the Sea. Qu'est-ce que tu as pensé de
de ça? Est-ce que tu as eu peur en disant, en fait, le premier cycle était déjà très bien, est-ce qu'à un moment donné, il va pas s'enfermer dans quelque chose, tu vois, où il a déjà réussi à avoir un public, quoi, tu vois, comme on a souvent... Tirer sur la corde, se fait avec les séries où, tiens, est-ce que je ferais pas une 10e saison? C'est assez intéressant comme question. J'avais pas cette crainte-là, je sais que beaucoup l'ont eu, j'avais pas cette crainte-là, puisque le choix de stopper sur ce groupe de survivants et de partir sur un autre est compensé par le fait qu'on part aussi sur d'autres extraterrestres. On en apprend un petit peu plus sur l'origine de Walter à travers quelqu'un d'autre, un personnage de sa propre espèce. Et ma théorie personnelle là-dessus, c'est purement personnel, ce qui tend à se confirmer comme il sort un Battle Royale là, je me dis est-ce que ça va pas finir un petit peu en Battle Royale entre les groupes de survivants pour savoir qui a eu... Oui, voilà. C'est ce qui est pressenti un petit peu dans ce titre-là, mais en même temps ce que tu as dit avec justesse, c'est que des fois, il nous emmène là où on ne s'y attend pas. Exactement. Et il arrive à retourner des situations. À retourner un peu la situation. Mais j'avais bien aimé ce parti pris de prendre un autre angle. Et surtout, c'est à la fois pas les mêmes visions des protagonistes principaux, de l'échantillon de l'humanité, et c'est même pas non plus la même vision de l'extraterrestre en question, qui a choisi d'autres types de personnes, qui a choisi d'autres types de professions. Oui. Donc pas finalement, ça remet un peu en question notre perception de savoir ce que c'est, de savoir ce que pourrait représenter une élite. Comment est-ce qu'on définirait une élite, avec quels critères on ferait pour dire tiens, tel humain est plus important qu'un autre? Parce que finalement, vous demandez ça à deux personnes, il y a très forte chance que les deux personnes vous répondent deux choses différentes, à quelques exceptions près. Oui. On va vous dire oui, un médecin est forcément peut-être plus important dans un contexte de survie. Mais finalement, dans un contexte de préservation, est-ce que l'artiste n'est pas plus important? Oui, et puis ça dépend de ton affect. Exactement. Et des personnes que tu as rencontrées aussi. Parce que du coup, ça va jouer aussi sur ça. Si tu as connu un médecin Bien sûr. ou tu as connu une artiste, c'est pas t'as pas le même rapport. Bien sûr. Tu mentionnais Something is Killing the Children. Moi, c'est le premier titre où j'ai commencé. J'ai un amour pour Erika incroyable. C'est son personnage préféré d'ailleurs. Oui. Il l'a dit et j'ai pas fait exprès. Non mais alors est-ce que parce que je suis blonde et qu'elle est blonde, je sais pas, où je me suis dit moi aussi j'ai envie de tuer des monstres et avoir un bandana et être trop stylé. Ou alors c'est les poches noires sous les yeux qui sont identiques, je sais pas. Merci. Mais... Oh waouh. Putain, mais je sais. Alors excusez-moi, mais pour venir à Clermont, je me suis réveillée à 5h20, vous vous en foutez tous parce que ça n'a rien à voir avec James Tynion, mais je vous le dis. Et puis, vous écoutez, le maquillage est parti. Bref, non mais j'adore parce que tu le disais en off, il y a un côté Buffy. Oui. On est avec des adolescents et adolescentes et en même temps, c'est hyper sérieux. C'est très sérieux. C'est très profond, c'est très deep et ça parle beaucoup de trauma. Et en fait, c'est une manière c'est un exutoire complètement sur les traumas. Mais il a un souci avec les traumas, j'ai envie de te dire. C'est ma question. Se déviante. Je sais pas s'il a un souci, mais en tout cas, il aime bien les aborder. James Tynion, est-ce que tu es allé voir un psy? Pas encore. Je pense que c'est le psy qui va voir James Tynion au bout d'un moment. Non, mais qu'est-ce que tu as pensé de cette série? Et puis surtout, là, sur ce personnage-là et même sur cet univers-là, il l'étend énormément. Oui. On a eu des spin-offs, est-ce que je peux dire ça? Enfin, tu vois, il y a eu d'autres... Non, c'est pas le bon terme peut-être, mais c'est d'autres récits. The House of Slaughter, qui est du coup dans le même univers, des œuvres qui gravitent dans le même univers. Moi, je trouve ça fou, en fait, qu'il arrive à étendre comme ça, qui a actuellement quasiment 9 tomes, qui trouve son public sur un perso comme ça, tu vois, une jeune fille qui tue des monstres, quoi. Ouais, mais je pense que ça parle à beaucoup de monde. Enfin, en vérité, je pense que ça parle à beaucoup de monde, déjà... parce qu'on joue sur la nostalgie pour un certain type de lectorat. On l'a dit, c'est très inspiré de Buffy. Et moi-même ayant grandi avec la trilogie du samedi, pour ceux qui connaissent, on passait Buffy, Charmed, ce genre de choses. Ça marche, des adolescents, des adolescentes qui partent à la chasse aux démons. Ça fait écho à ce qu'on a connu avant. Et forcément, on se dit, tiens, c'est chouette, c'est remis sur le devant de la scène. J'ai des bons souvenirs j'ai des bons souvenirs de ces séries-là, de ces livres-là aussi. Donc ça marche. Et en même temps... ça parle aussi aux plus jeunes finalement, parce qu'on n'est pas si éloigné que ça de certains types de shonen, si on peut faire le parallèle avec le manga, quoi. Donc, oui, je connais moins du coup, mais c'est vrai que on n'est pas si éloigné que ça. Ouais, ce parallèle-là. Alors, on a un traitement qui est largement différent, bien évidemment, mais finalement, une bande d'adolescents qui part chasser des démons, ça reste un pitch assez simple qui va parler à beaucoup de monde. Alors, encore une fois, c'est cette capacité à pouvoir résumer un pitch d'Alien dans 2 phrases, et quand on commence à le lire, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, c'est ça, et que le personnage même est beaucoup plus complexe, ouais. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a cette capacité à pouvoir étendre son œuvre, c'est qu'il a un boulevard de sujets divers et variés devant lui à aborder, quoi. Ouais. Même dans un truc aussi simple, de base aussi simple, il peut étendre encore et encore.
Et qu'est-ce que tu penses du coup de la manière dont il écrit les femmes, si tu as un avis dessus? C'est compliqué comme question. Oui, j'ai pas dit que c'était tout le temps facile. Je sais pas si je peux répondre à la manière dont il écrit les femmes, parce que j'aime beaucoup la manière dont il pense ses personnages de manière générale. Sans forcément catégoriser. Sans forcément catégoriser, il a tendance à donner de l'importance à peu près tous ses personnages, à titre égal. C'est intéressant. C'est intéressant. Et on le voit dans Spectre Grave, justement, plus particulièrement où l'héroïne est une femme et où sa rivale est une femme également, parce qu'elle entre dans la maison avec une femme. Et il la dépeint au début comme quelqu'un de pas très sûr d'elle, d'un peu fouillis, très désorganisé. On parle d'une femme qui oublie presque son bébé quand même, quoi. Et qui finalement va se révéler être la plus forte des deux, alors que en face, on parle d'une personne qui sert un groupuscule un peu obscur, qui est censé être sûre d'elle, qui est censé mener la barque. Et au début, c'est elle qui mène la barque. Elle oui, c'est tout ça, le c'est monde. elle qui décide, ouais. Et il a cette capacité à retourner, à faire en sorte que cet agent immobilier trouve en elle une certaine force pour se dire bah non, en fait je vais pas rester là, ça me dépasse toutes ces conneries, mais je vais faire en sorte de m'en sortir. Donc il a une capacité à dépeindre des femmes fortes, sans pour autant les mettre dans un bloc, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, mettre dans un contexte où elles vont se révéler sans pour autant rentrer dans le cliché. Je vais mettre une femme forte parce qu'il me faut une femme forte. Ouais, je suis d'accord. Pour répondre à une demande d'un public ou d'un autre. Mais ça, je suis d'accord. Mais c'est complètement ce qu'on disait sur la représentation des personnes de la communauté LGBTQIA+. Je te demande ça aussi parce que, évidemment, c'est quelque chose qui me touche, la représentation des femmes. Et même si on évolue beaucoup dans le comics, c'est vraiment pas encore ça. Même dans la place des scénaristes, des femmes qui écrivent du coup des comics. Mais j'ai l'impression qu'avec, je sais pas si c'est un bon terme, cette nouvelle génération, mais en tout cas cette génération d'auteurs, on en a parlé encore en off, que ce soit Ramvi aussi, en tout cas la différenciation des personnages est importante, que ce soit des femmes ou des hommes, et James Tynion Ford répond dans ça, et je trouve qu'ils font du bien. Ils font du bien, ils apportent une nouvelle vision, une nouvelle dynamique. C'est une autre manière de penser un scénario, une autre manière de présenter des personnages qui, justement, la manière dont c'était présenté avant commençait à vraiment montrer ses limites. Donc c'est vraiment cool. Du coup, j'imagine encore plus simple pour vous à vendre. Complètement. En tant qu'libraire. Alors, j'ai pas trop de mal à vendre Tynion, effectivement, que ce soit même Ramvi ou Tynion, justement en le présentant sous un prisme nouveau. On a les comics, ça, les comics, ça vous parle pas, vous avez jamais vraiment essayé. Ouais, effectivement, je comprends que ce soit Spider-Man. Ok, je vais vous montrer autre chose. Vous allez voir, vous qui avez l'habitude d'avoir un bon polar, par exemple, en BD un peu plus franco-belge, tenez, essayez ça, vous allez voir. C'est un polar, là je parle du Déviant pour le coup, vous allez voir, c'est un polar. Vous allez avoir l'impression d'avoir ce scénario qui vous plaît tant, travailler de manière différente, avec toujours un petit message de fond derrière. Là, cette fois, l'enquête sert de prétexte à montrer le traitement justement des communautés LGBT dans les États-Unis de ces années-là. Donc c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle manière d'aborder la BD aussi. Non, pas trop de difficultés à ce niveau-là. Justement, quand on le présente comme ça attire, ça plaît. Ça donne envie parce que c'est quelque chose de rafraîchissant. Et justement, tu parlais des thématiques, tu le disais au tout début, mais il parle beaucoup de politique aussi. Oui. Et c'est aussi tout le sujet de The Department of Truth qui est vraiment... Je sais pas pour toi ce que je t'en pense as pensé, mais moi j'ai adoré. On est pas loin de son œuvre majeure, ouais, clairement. On a tendance à glorifier Nice House, mais faut pas oublier Department of Truth quand même. C'est exactement ce que j'allais te dire. Vraiment, je pense que là, peut-être que ça a souffert du fait que c'est une série qui a une collection, qui a un format plus classique comics, et puis qui a pas eu la mise en lumière et les prix aussi, les prix qu'a reçu The Nice House fait qu'il y a une visibilité plus importante. Mais je sais que moi, je l'ai lu après coup, j'avais vu toute la com dessus et je me suis intéressée après et j'ai pris une claque parce qu'il y a une analyse politique complotiste et le complot en fait revient énormément dans... C'est la base du sujet. Et ça fait non mais surtout dans une ère où aujourd'hui, depuis quelques années, ceux qui sont complotistes sont moins décriés parce qu'on voit plus de rouages. On va le dire, les dossiers Epstein qui sortent récemment où on se dit tiens, certains avaient peut-être raison en fait. Ouais, là c'est ça, exact. Ils n'étaient peut-être pas si éloignés que ça de la vérité. Et Tynion joue énormément avec ça, la base de... je suis désolé, moi j'ai trouvé ça génial, le principe de dire tiens, toutes les théories du complot, je vais en faire mon scénario. Et là où on peut s'attendre à une vieille série B, de dire les reptiliens sortent de terre ou la terre plate, quelque chose. Alors il les aborde, mais sous un... Il va presque leur donner de la crédibilité finalement. Oui. Il va presque leur donner une sorte de crédibilité en disant
vous voyez, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais c'est un peu c'est métaphorique parce qu'elles arrivent dans l'esprit des gens. C'est une lutte contre l'ignorance finalement, de se dire, vous voyez, s'il y a trop de gens qui pensent que la Terre est plate, la Terre peut devenir plate. Si on fait un parallèle avec notre société à nous, effectivement, c'est dangereux de croire que la Terre peut être plate et surtout, c'est encore plus dangereux de croire qu'il peut y avoir un groupuscule de personnes au-dessus de nous qui déciderait que la Terre soit plate. Oui, oui, c'est encore plus flippant. C'est ça le plus gros problème et c'est ça qu'il veut montrer à travers ça. De se dire, en fait, il y a un département qui est là pour rétablir la vérité, sinon le monde courrait à sa perte, quoi. Ouais, carrément. Qu'est-ce qui t'a, toi, outre ça, le plus marqué dans cette série que t'as pas vu par rapport à d'autres titres? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu excuse-moi, je t'ai coupé, mais cette série, j'ai l'impression qu'elle est différente des autres, de ces autres titres. Tu vois ce que je veux dire? Elle est différente déjà parce qu'il se lâche beaucoup dans celle-là. Je pense que c'est son œuvre la plus complexe. Où là, d'habitude, dans ses autres œuvres, il aborde le traitement politique via ses personnages, via les idées que eux vont avoir, via leurs échanges. Jamais, ou alors très rarement, on voit un personnage politique intervenir dans ses œuvres. Dans Department of Truth, c'est tout le contraire. On a la politique au centre de l'œuvre et un des personnages principaux, c'est Lee Harvey Oswald. Donc, qui est très lié à la politique, forcément. Et c'est là son œuvre la plus complexe, et c'est pour ça qu'elle est peut-être un peu plus boudée, c'est qu'elle est plus compliquée à aborder, c'est plus dense déjà à lire, c'est plus... C'est un petit format, mais c'est quand même un sacré pavé à se tartiner, quoi. Notamment parce qu'il y a des passages où c'est des lettres carrément écrites. Il joue encore une fois avec ce format de se dire, je vais pas juste faire des cases avec des personnages qui parlent, je vais mettre des lettres, des échanges de mails, des SMS, je vais mettre des pages entières de murs de photos où là on relit les éléments en même temps que le personnage les relit. Ça en fait une œuvre très complexe. C'est pas comparable, mais de Hickman, qui adore mettre des graphiques. Non, mais il y a ce truc un petit peu de casser la lecture, tu vois, de donner des temps et donc du coup de te poser un peu plus. C'est ça. Moi, je sais que quand c'est comme ça, surtout avec Hickman, mais en fait même avec James Tynion Ford, quand tu passes de ta planche de BD à le SMS, quand bien même c'est pas... hyper compliqué, tu vois, je me mets une pause en mode ok, attends, il y a eu un SMS, mais ça casse le rythme. Ouais, complètement, et ça apporte une vraie plus-value, je trouve, à ces récits. Bien sûr, et on le voit aussi dans Department of Truth, justement, où on a ces échanges entre les différents personnages, que ce soit du camp adverse ou du camp des gentils, entre guillemets, puisque la ligne est floue, finalement, il s'amuse beaucoup avec ça, à nous faire croire que le personnage qu'on va suivre est le gentil, et plus l'œuvre avance et plus il commence à flouer un petit peu cette ligne, de se dire est-ce que ce qu'on fait là c'est vraiment le bien. Il interroge cette question de savoir jusqu'où on est prêt à aller pour une notion qu'on considère comme étant la bonne. C'est ça qui est très intéressant. Est-ce qu'il y a avant d'aborder le dernier titre, évidemment on va faire un petit focus dessus, est-ce qu'il y a un titre qui t'a moins parlé de lui, quelque chose qui t'a moins plu, où tu t'es dit oh là je le reconnais moins Alors, moins parlé, je dirais peut-être 2 finalement. Spectrographe m'a pas déçu, je dirais pas jusque-là. C'est là où il était le moins surprenant. On va dire effectivement, on voit le scénario un petit peu plus venir, un petit peu plus facilement. Peut-être que c'est dû au fait qu'il a dessiné plus de clés pour comprendre là où il voulait en venir dans cette œuvre-là. Ça en fait pas une mauvaise lecture, ça en fait pas une mauvaise BD, ça en fait pas un mauvais Tynion. C'était juste une lecture plus simple. Voilà. Et l'autre, c'est Derrière la porte, mais celui-là, je vais le défendre un peu plus dans le sens où, je te le disais en off, c'est une œuvre plus simple, mais le sujet qu'il a choisi d'aborder nécessitait cette simplicité. Alors forcément, les gens qui achètent du Tynion pour avoir des scénarios complexes, des personnages travaillés, une trame narrative un peu flouée, où on va se creuser un peu la tête pour comprendre un peu tout ce qui se passe, ils ne trouveront pas tout ça dans Derrière la porte, parce que c'est un sujet très simple. On va parler de trauma infantile, on va parler de vie de famille un peu compliquée, et ça nécessitait un prisme très simple pour faire passer ça. Et ça en fait sa force, finalement, parce qu'on retrouve l'univers de Tynion, on retrouve cette ambiance un peu horrifique, tout ça dans un récit très simple, qui pourra justement peut-être un peu décevoir les fans un petit peu plus exigeants. Et justement, est-ce que trop de productions font du mal à certaines productions? Comment ça? Le fait d'en produire beaucoup, et donc du coup d'avoir des titres assez exceptionnels comme The Nice House ou The Department of Truth font que sur des titres qui passent un peu plus en dessous du radar, type les 2 que tu citais, font que des fois peut-être en faire trop, ça fait... Bien sûr. Du mal à certaines parutions? Bien sûr, mais de manière... ça le fait comme de manière plus générale. Que ce soit James Tynion qui fait un gros boom dans le monde du scénario, dans le monde du comics,
qui de lui-même va occulter certains auteurs qui déméritent pas, mais qui passent sous le radar Tynion parce qu'il a tout emporté sur son passage. De la même manière que certaines de ses BD vont en occulter d'autres parce que c'est un raz-de-marée médiatique et parce que objectivement c'est très très bien. Mais d'autres BD sont bien aussi, mais on a tendance à se focaliser, et c'est normal, sur les titres, les plus gros titres. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Bon, je ne serai pas juge de ça, puisque on a besoin de mettre en lumière certains titres, et fatalement, si on a besoin de mettre en lumière certains titres, on va en laisser d'autres dans l'ombre. Oui, c'est ça, c'est un choix. Et puis en plus, pour vous, c'est un choix de libraire aussi. Enfin, il y a voilà, la casquette professionnelle, pas que passionné, qui rentre en compte. On doit penser aussi un peu à cet aspect-là du métier, l'aspect financier qui est important, malgré tout. Oui. Même si on aime ce qu'on fait, même si on peut dire que c'est du métier de passion, on doit quand même penser à rentrer de l'argent, et certains titres sont plus faciles pour ça que d'autres. Ouais. On va aborder du coup sa nouveauté, ce pourquoi on est là aujourd'hui, avec le dessinateur Michael Walsh. On ne l'a pas dit, mais c'est pas évident, mais en tout cas, je vous invite, si vous n'avez pas encore lu James Tynion IV, il arrive à s'entourer à chaque fois de dessinateurs et de dessinatrices à l'avenir. Regardez en 2026 ce qu'il va avoir, mais incroyable. Donc là, ce que fait Michael Walsh, c'est vraiment trop beau. Qu'est-ce que tu as pensé des premiers numéros ? Est-ce que ça t'a hypé Je pense que ça va être un bon défouloir. Moi, il me surprend toujours dans ces cas-là. C'est que, là, tu veux peut-être revenir sur le synopsis un petit peu avant pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore lu pour le coup, je vais jouer sur le côté il est simple de résumer Tynion et de le découvrir complètement. C'est que si je vous dis que Crazy Corps, c'est un battle royale de tueurs en série, je pense que vous pouvez vous contenter de ça, parce qu'il y aura beaucoup de choses à découvrir derrière par la suite. Et le pitch est déjà suffisamment accrocheur comme ça. Même moi, quand on me l'a présenté, James Tynion, battle royale, tueur en série. C'était les éléments qu'on t'avait donnés en termes de repris. C'est un peu ça. Pour le coup, le reprénom, mais les collègues m'en avaient parlé à ce moment-là, et j'ai dit bon, allez, j'ai un de mes collègues qui était un peu plus sceptique par rapport à ça, de se dire ça va peut-être être trop simple. Mais moi, j'ai envie de voir Tynion dans la simplicité. J'ai envie de voir ce qu'il peut faire avec quelque chose de très simple et avec un sujet comme ça. On l'attend encore une fois, pas du tout. Se dire que on va rentrer dans la tuerie de masse avec des tueurs en série, où on va sûrement avoir des éléments graphiques un peu gore, comme on a déjà eu dans les premiers numéros, dans le premier numéro, un peu trash. J'ai envie de voir où est-ce que ça va aller, et quel message il veut donner avec ça, voire même s'il veut en donner un finalement, parce que s'il a envie de se dire tiens, série détente, j'y vais à fond sur mes tueurs en série et je fais un truc qui me défoule comme ça va défouler les gens. Pourquoi pas ? Le style de Tynion en horrifique sur ça marche. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est vrai que sur la première lecture, ce qui m'a vraiment un peu hypé, c'est cette idée de familles riches qui dominent en fait le monde, et donc c'est pour ça en fait qu'une sorte de battle royale est organisée. C'est-à-dire que le ou la gagnante qui représente une des 12 familles récupère le pouvoir du monde de gérer les États-Unis. C'est ça, de gérer les États-Unis. Mais en fait, hashtag le monde. Comment de là à dire que les États-Unis sont le centre du monde ? Allons. On est. T'as suivi l'actualité en ce moment ? Un peu. Il me semblait que c'était le Groenland plutôt, justement, le centre du monde. Parce que c'est si loin encore. Mais c'est quelque chose finalement qu'il a déjà abordé à son époque de super-héros, justement. Certains, les lecteurs de Batman se rappelleront très certainement de La Cour des hiboux de Scott Snyder et de Tynion. Oui, c'est vrai qu'ils ont travaillé ensemble. Ça a été l'élève de Snyder, Tynion. Il a été élève de Scott Snyder. Le petit padawan. Exactement, c'est lui qui l'a formé, et il y a beaucoup d'influence de Snyder dans les écrits de Tynion encore. Et il avait déjà abordé ça avec La Cour des hiboux, cette histoire de famille riche qui est un tueur en série qui va s'opposer à un autre. Pas un tueur en série, c'était Batman en l'occurrence. Mais finalement, de l'issue de cette bataille dépendra l'avenir d'une ville. Oui, c'est ça. Donc là, on pourrait croire qu'il pousse ce concept encore plus loin, à se dire cette fois, c'est pas qu'une famille, c'est plusieurs, et ce sera pas une ville, ce sera un pays. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis en disant ça peut juste être un récit coup de poing et divertissant, et en même temps, mais de connaissant de lui ce qu'il a pu faire et de toute la partie politique qu'on a abordée, c'est vrai que je m'étais dit, est-ce qu'il va aller plus loin sur ces familles-là et tu vois parler de justement un peu cette justice sociale, parce que je pense. Voilà, tu vois, de ces riches et de cette idée un petit peu d'Illuminati. En même temps, comme il y a d'autres personnages, en fait, il n'y a pas que ces riches-là. Bien sûr. Il y a d'autres persos qui ont justement une jeune femme qui est dans une situation de travail compliquée. Tu vois qu'elle gagne pas beaucoup, elle peut pas faire garder son petit. Je sais pas, je me dis, il va peut-être creuser un truc autour de ça. Je pense qu'il va aussi aborder le sujet des valeurs, en fait, de ce qu'on considère comme étant des valeurs. Si, de manière générale, ça va être un avis purement personnel,
Les valeurs, si vous prenez en compte qu'il y a des pays qui n'ont jamais connu de paix et des pays qui n'ont jamais connu de guerre, les valeurs ne peuvent pas être les mêmes, puisqu'on n'aura pas les mêmes échelles de représentation. Donc si on part là-dessus, on peut se dire, un tueur en série qui doit se battre pour une famille n'aura pas les mêmes valeurs que justement un personnage qui ne gagne pas beaucoup d'argent, qui va se battre pour sa survie. À partir de ce moment-là, qui est le bien, qui est le mal finalement? Parce que dans les deux cas, ils vont devoir tuer quelqu'un. Ce que tu disais tout à l'heure, en fait, il re-questionne à chaque fois, il essaye de trouver cet entre-deux de bien et de mal. Complètement. Au tout début, on va d'abord se placer sur une des familles, donc une des représentantes d'une des familles, qui est une vieille dame, qui va engager un tueur. Je sais pas pour toi, mais moi, ce tueur, il fait très Punisher. Je sais pas si t'as senti la vibe un peu. Il a plusieurs inspirations, de toute façon, entre les différentes silhouettes, puisqu'on a effectivement, comme tu dis, le gros baraque, et puis de l'autre côté, je crois que c'est celui qui a un masque de renard, ou je sais pas quoi, qui est très longiligne. Oui. On dirait un fil de fer. Ouais, carrément. Et non, je pense qu'il a on va avoir ce côté de pas forcément se fier à ce qu'on voit, je pense. Ouais. Carrément. Je n'irai pas jusqu'à dire que celui qui ressemble au Punisher sera un gros nounours, mais je pense qu'il y aura plus que ça. Ouais. Est-ce que toi, tu lis un peu en VO ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Ouais. Ok. Et est-ce que tu as pu avoir un peu des échos sur la suite ? Et toi, sur quel... où t'aimerais que ça t'emmène ? Et justement, est-ce que t'aimerais juste ce truc divertissant ? Est-ce que tu t'attends à qu'ils soient rapidement tous morts ou pas ? Dans les deux cas, je me suis fait plusieurs scénarios. C'est où je m'attends à ce que tout le monde périsse et qu'on parte sur toute autre chose, ce qui me surprendrait pas trop. Ça serait drôle. Finalement. J'ai pas pensé. Ouais, ce serait assez amusant de voir ça, de se dire qu'en fait, ce truc-là est complètement biaisé et c'était pas une bonne idée, pas de faire ça en tant que scénario, mais de ce principe de tournoi. Et que ça parte sur complètement autre chose, que les familles doivent peut-être s'unir ou pas, faire front commun, je sais pas, quelque chose, mais vraiment où on se dit, tiens, on prend un contre-pied total. Après, il me fait un récit coup de poing, ça me va. Parce que juste le principe de s'affronter des tueurs en série, c'est un peu la curiosité malsaine qui part, mais je trouve ça un peu jouissif, quoi. J'essaie de m'imaginer, imaginez-vous Hannibal Lecter qui doit affronter un autre tueur en série célèbre de la pop culture, ça peut être entre guillemets drôle, quoi. Ouais, carrément. Je t'avais demandé tout à l'heure, je sais pas si tu as réussi à trouver, si tu avais une question pour lui, comme du coup la suite du podcast est fait que je le rencontre, lui et Michael Wesh. Est-ce que tu as une question pour James Tynion IV ? Ouais. Je tenterai de placer sa réponse. En vrai, j'en aurais tellement à lui poser si on était en face. Faut que je résume ça. Déjà, je t'aime. Peux-tu m'épouser? On en parlait justement en off du lancement de sa propre maison de l'éditorial. Tiny Onion. De me dire, est-ce que... Pourquoi ce nom alors, pourquoi ce nom? Je pense que je l'ai. Mais de lui demander s'il veut redonner un éclat justement à ce cinéma de genre qu'il a énormément inspiré à travers ça, s'il compte repopulariser un genre qui est tombé un petit peu en désuétude depuis quelques temps. Qui est l'horreur, quoi. Qui est l'horreur, de se faire plaisir vraiment avec ça, de promouvoir de jeunes auteurs. Vraiment, son plan par rapport à cette maison m'intéresse énormément. Ouais, en tout cas, de ce qu'il dit dans l'introduction du dernier titre, il y a vraiment le projet de créer une crew, de corpse crew. Et après, j'ai l'impression qu'Urban avait déjà fait ça. Tu sais, il y avait une collection horreur de Stephen King. Pas du tout. De Joe Hill. De Joe Hill. Oui. Exactement. Il y a eu Plunge, que moi j'avais bien aimé. Il y avait Basket Full of Head, qui était cool aussi, mais qui n'a pas, enfin en tout cas qui n'a pas été continué. Mais c'est vrai que aujourd'hui ça se diversifie beaucoup sur les thématiques. Cette année, il y aura notamment une maison d'édition qui va se lancer, qui va travailler sur des thématiques, donc avec des collections fantasy, une collection SF. Voilà, différentes collections. Donc pour toi, en fait, finalement, et même là, dans ta casquette et de passionné et de libraire, c'est aussi plus simple de parler en genre et de dire ok, vous aimez l'horreur, je vais vous diriger vers ça, et en plus lui se dédie à ça et dédie une maison d'édition. Oui, alors évidemment ça facilite les choses, même au niveau des lecteurs, de se dire je sais que tel auteur fait tel genre. C'est plus facile, forcément. On en parlait tout à l'heure, le rangement qu'on a choisi d'opérer pour certains comics, c'est par éditeur, puisque beaucoup de lectorats comics en fait
savent déjà ce qu'ils viennent chercher dans certaines maisons. Ouais. Donc c'est plus pertinent de faire comme ça. Donc oui, je pense que c'est plus simple. Ouais. Je t'en parlais aussi tout à l'heure pour terminer, mais on va aussi avoir James Tynion Ford cette année sur un autre registre, aux côtés d'Elsa Chartier, donc la dessinatrice française, mon petit cocorico, sur de la romance et action. Toi, t'aimerais le voir sur quoi d'autre comme style? Qu'est-ce qui te... L'humour. Ouais. Okay. J'aimerais voir Tynion faire de l'humour noir dans un récit. Je pense que j'adorerais ça. Écoute, j'essaierai de lui en passer un mot demain en disant il faut que tu fasses de l'humour. Je pense que s'il peut se faire plaisir avec son style et y mêler une bonne dose d'humour noir et très grinçante, il le fait un petit peu quand même sur certains de ses titres via certaines punchlines de ses personnages, mais un ouvrage centré là-dessus, je pense que ça m'amuserait énormément. Mais déjà la romance m'intéresse énormément de le voir là-dessus. Ouais, moi aussi, je suis assez curieuse. Le côté romance horrifique peut-être peut rendre très très bien. Puis bon, tu m'as montré les dessins, enfin les premiers aperçus, je suis assez séduit. Ouais, même au niveau de la couleur, on en retrouve Jordi Belair qui fait un travail quand même assez cool, donc ça a l'air hyper punchy, etc. Ouais. On a dit un petit mélange de pop art et de Tim Sale. Exactement. Et de saupoudré de Bruce Timm. Oui, de Bruce Timm, pardon. J'ai fourché. Tim Sale, non, pas Tim Sale, Bruce Timm, pardon. J'adore Tim Sale. Hein. Oui. Peut-être pour terminer, pour les auditeurs et les auditrices, ton top 3 de James Tynion Ford. De James Tynion, le top 3 Ouais, forcément, ça va être par le titre par lequel je l'ai découvert. Je pense de Nassau on the Lake. Parce que c'est le cœur. Voilà, parce que c'est le cœur qui parle. Department of Truth, évidemment, en deuxième. Et je dirais Le Déviant, qui était un polar très très bien maîtrisé dans cet esprit-là, ouais. Ah oui, c'est Déviant. Ouais, c'est vrai que tu le places en top 3. Ouais, je pense. Pareil, surtout série courte, en 2 tomes, comme ça, où réussir à proposer une histoire aussi riche en si peu de pages, finalement. Clairement. C'est quand même très très bien fait. Un bon récit de Noël finalement. C'est un très bon récit de Noël que je conseille à mettre sous tous les sapins. En même temps, en regardant en parallèle Maman j'ai raté l'avion, comme ça vraiment on est sur un bon truc quoi. C'est exactement ça. Non, mais vraiment c'est une œuvre essentielle, je pense, qu'elle soit pour son message, enfin sa trame de fond, qui est une enquête, et aussi bien pour le traitement des communautés LGBT, la vision qu'on avait justement de ces personnes-là dans ces années-là aux États-Unis. En tout cas. Eh bien écoute, merci Romain. Merci à toi. Bravo pour ta première expérience podcast. Merci. Ça va, c'était bien? Oui, ça va, c'était très bien. Tu m'as mis à l'aise, comme on dit. Voilà, c'est le métier quand même. Eh bien écoute, si on veut te retrouver, du coup, on te retrouve à la librairie? À la librairie Momie à Clermont-Ferrand, ouais, tout à fait. Exactement. Et puis du coup, moi, je vous invite à écouter la suite en compagnie, là, cette fois-ci, du libraire Steph de Momie Grenoble, à la rencontre de James Tynion Ford et Michael Wish. Merci. So, for start, how are you? Doing well. Yes, me too. I'm doing well. I think we're good and we're tired. Yeah. Oui, bon, si ça va. Je pense qu'on va bien, mais qu'on est crevé. Same time. Yes. Did you happy to come in France, in Dijon, Lyon, Grenoble for Exquisite Corpse? It's amazing for you, yeah. It's been incredible. Yeah, c'est incroyable et c'est mon premier voyage en France également, donc voir tout ça de cette manière, ça a vraiment été toute une expérience. J'ai déjà eu la chance de venir faire quelques tournées de dédicaces en France et à chaque fois c'est épatant. J'ai la chance de voir une nouvelle région et d'autres villes et ouais, c'est encore une fois un voyage merveilleux. This has been another wonderful trip. And never memories for you. Absolutely. Yeah. I've been taking lots of. Je fais plein de photos. So we talk about Exquisite Corpse. For this is a new collaboration with many talented artists. Why did you cast the people you want to work? Yeah, we wanted to pull together a big group of. On voulait créer une équipe de nos artistes préférés pour ce projet. To do this, the concept of Exquisite Corpses. Le concept même de Exquisite Corpse, cette énorme bataille de tueurs en série, c'était quelque chose que dès le début je ne voulais pas raconter seul. When I first had the first inkling of that idea, I knew it wasn't a story that I wanted to tell alone. It was something that required the scale of something. C'est quelque chose qui nécessite une échelle plus grande, comme un event dans les comics de super-héros du genre que je faisais pour DC. Et Michael avait travaillé et créé cette incroyable série anthologique qui s'intitulait Silver Coin, sur laquelle il avait bossé avec plein d'autres scénaristes, dont moi.
Donc je savais qu'il aimait ce genre de truc un peu expérimental. So, as a part of the initial pitch, I reached out to him and Donc lors de mon pitch, quand je l'ai contacté, je lui ai dit « Hey, j'ai cette idée géniale où l'on aura inventé des tueurs dingues. Et ensuite, je veux que l'on défie une pièce remplie de scénaristes de nous raconter la suite. Qui gagne le combat ?» Et ça a commencé comme ça. Tell us what happens, who wins that fight, and then it started from there. And I think when we were casting writers, we knew that we wanted to capture Et je pense que quand on a casté ces artistes, on savait que l'on voulait avoir un panel de voix variées et diverses qui nous aiderait à donner à ces nombreux personnages des traits uniques et qui les amènerait dans des directions que James et moi n'avions pas pensé à la base. Me and James might not have originally intended or thought of on our own, because we wanted there to be a bit of an On unpredictability. voulait de l'imprévu dans la façon dont ces personnages évoluent dans ce monde. Et pour le dessin, c'était au final un tout autre casting avec des artistes incroyables qui nous attendaient. For incredible creators that we were looking to do, and I think we were looking for artists who stylistically had similarities to the way that I draw. On cherchait des artistes qui ont un style similaire au mien, mais en même temps, on voulait aussi des artistes qui apporteraient leur propre personnalité aux choses et qui feraient des choix que je n'aurais pas fait moi-même. And that would do things that I may not have done, and for issues that were action focused, you know, we would Pour des épisodes centrés sur l'action, nous voulions des artistes bien spécifiques dont c'est le point fort. Et pour les épisodes qui sont plutôt tournés vers le développement des personnages, on a cherché des artistes qui sont doués pour dessiner le langage corporel et la caractérisation. Et donc on a été super chanceux de pouvoir caster un fantastique groupe de dessinateurs et de scénaristes qui a enrichi l'œuvre et lui a donné une telle vivacité. Gave it such a vibrant life. So you have created a cast of delirious and macabre characters. What is the recipe for a fun and delicious horrible baddie? A fun and delicious horrible baddie. Well, the nice thing about Exquisite Corpses is we got to make 12 of Un them. méchant délicieusement horrible et drôle. Hein. Déjà, la chose sympa avec Exquisite Corpse, c'est qu'on a dû en créer 12. Parce que je pense qu'il y a plusieurs manières de réfléchir à un méchant. Parfois, vous voulez créer un méchant qui ait de la profondeur et une histoire et auquel on puisse s'identifier. Une histoire qui attire les lecteurs et qui leur fait avoir de l'empathie pour le personnage, si bien qu'ils seront de son côté. Cela crée une juxtaposition de haine et d'amour et d'intérêt. Creates this juxtaposition within the reader of hate and love and interest. But then sometimes you want to make a villain that's completely detestable. Et parfois, vous voulez faire un méchant qui est totalement détestable pour que vous ayez des personnages que les lecteurs ont hâte de voir mourir de manière brutale et sordide. Donc c'est bien d'avoir un équilibre, particulièrement dans une série comme celle-ci avec tant de personnages. You know, we've got this character in Exquisite Corpses called Gamer Kid, who's this little kid. Vous savez, on a ce personnage dans Exquisite Corpse qui s'appelle Gamer Kid et qui est ce gros tueur en série meurtrier de masse qui n'a aucune qualité pour se racheter, qui est un petit con à chaque fois qu'on le voit et il est si haïssable et désagréable que quand c'est enfin son tour, ça a déjà été publié dans la version originale et les lecteurs américains étaient tellement heureux de voir ce méchant subir son sort. Happy to see this villain get their comeuppance, and there was something gratifying in that in the creator, because Il y avait quelque chose de satisfaisant dans le sens créatif parce qu'on veut autant écrire des personnages que les lecteurs vont aimer et avec lesquels ils vont connecter que des personnages que le public va détester. Characters that audiences hate. Yeah. In France, the first comic book we made, a guy, he looks like Punisher. No. Okay. Yeah, I Yeah. think no. Yeah, Lone Gunman. Yeah. The first time I see that, I say, okay, it's a stereotype of Punisher. Right. Yes. Yeah. He's that character, the Lone Gunman. Oui, alors ce personnage, le Lone Gunman, c'est l'un des tueurs de Exquisite Corpse qui n'a pas forcément un passé tragique, mais qui est plus familier du grand public. Et c'est un bon moyen, une bonne porte d'entrée dans cette histoire et une manière de découvrir ce monde tout comme ce personnage découvre ce monde. To come into this story and learn about the world as that character learns about the world. Yeah. I mean, the big thing for these characters is we wanted them each to be. La chose importante pour ces personnages, c'est que l'on voulait que chacun soit vraiment, vraiment visuellement distinct des autres. On voulait qu'en un regard, vous souhaitiez connaître une histoire plus profonde à leur propos.
Et ça, c'est le noyau même de l'idée. Et particulièrement le fait de les voir tous les uns à côté des autres et de voir leur style qui clash entre eux et qui ne ressemble à rien de ce que l'on voit sur les présentoirs à comics. And basically just look like nothing else on the comic book stands. And visually, what is your inspiration? Maybe I see some video games. Big time. I think that was part of the manga too. I think. Yeah, yes, yeah. big time. Yeah, in our very first conversation about Exquisite Corpses. Lors de notre première conversation à propos de Exquisite Corpse, quand on parlait de la tonalité des personnages, des tueurs, on parlait de Street Fighter, un jeu de combat où vous avez cette énorme collection de personnages et vous pouvez juste voir la tête du personnage et vous demander « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce personnage ?» But aesthetically for the book, I really wanted to channel kind of a punk. Mais au niveau de l'esthétique du livre, je voulais canaliser une ambiance poster de concert punk fait à la main, où les couvertures ont l'air d'être des posters risographiés en 2 tons, où j'ai tout enlevé et essayé d'y approcher avec la manière la plus visuellement intéressante depuis le livre et d'avoir le tueur comme point de focale sur la couverture. Et oui, le manga a été d'une grande influence sur la manière dont j'ai pensé la manière de raconter les personnages, parce que j'ai l'impression que les personnages de manga sont parfois si expressif et tellement plus grand que nature, dynamique, et je voulais vraiment capturer un peu de cela et l'apporter à ce que l'on faisait. And on top of that, I would say that there's, both of us came from the world of superhero comics. Et en plus, comme nous avons tous deux travaillé sur des comics de super-héros à la base, il y a une notion de costume autour de ces personnages. On ne dirait pas qu'ils sont dans leurs habits de tous les jours, hormis quelques-uns. Et cela ressort des pages parce qu'ils contrastent avec les autres tueurs. Look, they pop right off the page too because they're in contrast with all of the other killers. And that was like part of the energy. And energy, I think, was the real key thing here. That it was just like we wanted to take the energy. Je pense que c'est l'énergie qui est la clé ici. C'est ce qu'on voulait retranscrire dans cette énergie, cette essence du jeu vidéo, des mangas, de l'animation. On voulait que l'on puisse avoir un ressenti différent. Et c'est pour cela que l'on avait besoin que cela soit coloré et vif. On ne souhaitait pas que cela soit glauque comme le genre horrifique peut l'être, avec l'usage des couleurs très sombres. On souhaitait pencher dans la direction opposée, en utilisant des couleurs fluo. Dark colors, and we wanted to lean in the absolute opposite direction. We like doing everything in like neon. It's very catchy, colors. very explosive. Yeah. And and even going back to the, like you said, the superhero aesthetic of things. Ouais, et pour revenir sur ce que tu disais sur l'esthétique super-héroïque, j'ai le souvenir de t'avoir envoyé l'un des premiers designs de Recluse, où elle portait juste le gilet militaire, et je crois me rappeler que tu avais dit quelque chose du genre « On va avoir besoin d'un genre de logo de super-héros, on a besoin d'un symbole iconique qui représente ton personnage. » Representational of like her character. So we added just like the little patch of the spider on her vest, but it. Alors on a rajouté le petit patch araignée sur le gilet, et ça a craqué un peu le code de son personnage comme ça. Je veux dire, ils ont chacun une dimension iconique, et chacun peut être symbolisé par un petit détail graphique. Yeah. At this time, do you have a favorite killer? It's like it changes, Changing every day. changes every day because. Oh, ça change et ça change même tous les jours parce que tu sais, le premier personnage dont je suis tombé amoureux, c'était l'un des premiers que Michael a dessiné d'ailleurs, et c'était la tueuse au masque de renard. Et c'était avant toute l'histoire, on ne savait rien de la ville, des habitants, aucun détail de la série. C'était l'une des 3 images que Michael a produites avec cette tueuse au masque de renard, dans un style qui est presque identique à ce qu'on a maintenant. The Fox Mask Killer in a design that looks almost identical to the reason why in France they are. Yeah. Okay. And that character just captured the kind of, like Kill Bill is a huge influence on me. Pour moi, Kill Bill est une grande inspiration et je voulais qu'un des personnages renvoie à ce genre d'ambiance. And like that, like, it's like you pulled something I hadn't even thought of out of my head. And it was just like. Et c'est comme si tu avais sorti un truc de ma tête dont je n'avais pas la connaissance. Et toi, tu étais là, je pense que je peux l'améliorer. Et moi, j'ai dit non, tu as réussi du premier coup. Donc oui, ce personnage m'est cher. Okay. I also love Lady Carolina. Et j'adore aussi Lady Carolina, parce que j'adore une méchante bien classe. See evil lady. Well, the nice thing about the question you asked is usually. Déjà, ce que je trouve sympa, c'est que d'habitude, on nous demande c'est qui votre tueur préféré. Mais toi, tu as demandé c'est qui votre personnage préféré. I don't know. I'm thinking about now the civilians and the 13 families. Et je ne sais pas, j'y réfléchis, mais avec les habitants et les 13 familles,
J'adore Massachusetts, je crois. C'est un personnage sympa et elle est si amusante à dessiner. J'ai dessiné son visage tellement de fois et j'adore encore la dessiner à cause de ses traits, ses expressions. Elles sont si variées et je pense qu'elle joue un si grand rôle dans cette histoire au final que je me suis attaché à elle. And it has a lot more to do in the series as a whole. So she's one that I'm really attached to. And I feel like of everybody that's... Et puis, de tous les artistes qui ont pu s'amuser avec elle, au final, elle est plus à nous qu'aux autres. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre l'ait vraiment dessinée. Je veux dire, on s'est presque occupé des 13 familles de manière excessive, non? family stuff, right? Nobody else has drawn them yet. So those feel really like my Jusqu'alors, personne ne les a dessinés. Et c'est un peu mes bébés, et donc la matriarche de la famille du Massachusetts est probablement ma chouchoute à l'heure actuelle. Mais bon, comme pour James, ça peut évoluer au jour le jour. Because the civil is important too in the comic book, and don't forget that. Yes. They are the most important. Yeah, Oui, oui, yeah. les civils sont les plus importants, parce que sans eux, le récit n'a pas d'âme. C'est juste des tueurs en série impitoyables qui s'entretuent, mais le cœur de l'histoire, c'est les civils. The civilians. Yeah. I already read this one, and the mother entering me directly. I need to understand her with the patron, the director is such a such a nice guy. Yeah. So we are rich people conspiracy. Do you feel the need, the expression to talk about politics in comic book? I mean, I think that horror in particular, needs to speak to a real, genuine emotion. En fait, j'ai le sentiment que l'horreur spécifiquement a besoin de s'adresser à un ressenti de manière honnête. Et on peut parfaitement raconter des histoires d'horreur qui ne sont pas politisées, mais ces récits sont des histoires plus personnelles. Nombre d'entre elles se déroulent dans une maison quelque part, on y parle de traumas familiaux ou de drames familiaux et tout ça. Mais quand on raconte un récit de cette ampleur, on est obligé de puiser dans l'idée même de ce qui nous effraie dans la société dans laquelle on vit. Ce genre de peur. Et il y a beaucoup de choses à craindre actuellement. In the world to be afraid of right now. Yeah. And so when you're looking at Exquisite Corpses as a horror Et donc, quand on regarde Exquisite Corpse comme une histoire horrifique, il faut le voir par le prisme des habitants. Et les habitants, ce qui leur arrive, ils ne savent rien des 13 familles, ni des tueurs qui vont arriver en ville, qu'un jeu va se jouer. Ils sont pris dans la ligne de mire de quelque chose bien plus gros qu'eux. Caught in the crossfire of Yeah. something Just that's so trap much her. bigger than them. And that's why one of the first lines of the book is basically that, they're just, bugs caught on the windshield. Et c'est pour ça que je voulais que les premières lignes du récit soient qu'ils sont tels des insectes écrasés sur un pare-brise. Ils ne prennent pas part au jeu, ni au monde qui les entoure, et toute l'horreur qui s'y niche. Qu'un complot régisse le monde, qui n'a aucune idée que tu existes. C'est ça l'horreur que l'on porte ici. You in the slightest. And that's the horror that we're really bringing to Yeah. life here. And Exquisite Corpse, it's a card game, a comic book series, and film project. What else could you become? Oh, we have a wish list. Yeah. We have a lot of A long wait yeah. list? yeah. Video game, Oh, yeah. wow. movie, toys. toys. Like the benefit here is like the success of the series in America so far. En fait, ce qui est génial avec le succès de la série aux États-Unis, c'est que l'on est très bien placé pour avoir ce genre de grandes conversations sérieuses. Et quand on a commencé à échanger avec l'équipe en charge d'adapter cette histoire en film, ils ont été immédiatement excités par l'échelle de cet univers. Tous ces tueurs et surtout, tu vois, chacun d'entre eux peut être le sujet d'un récit individuel, détaché de l'histoire au cœur de tout ça. The way that each of these killers, there are stories you could tell about them, separate from the central story at the heart of this. And it's like, we're building an entire world here. Je veux dire, on est en train de créer un univers entier, et cet univers est si violent et coloré, mais il est rempli de personnages super que j'aimerais voir déclinés en figurines. Et je pense que les gens adoreraient jouer aux jeux de combat ou à n'importe quel autre jeu qui les mettrait en scène. Or any type of game Yeah. featuring them. And so I do think that we have an opportunity right now to bring. Donc je pense que l'on a actuellement une chance de donner vie à cet univers à travers plein de médias. Et comme la notion de jeu est le concept même à la base de la série, ça me paraît tout It's naturel. very authentic to it. It doesn't feel like yeah. it's like
we're not just looking for the cash grab, like, although that part's nice. Money's nice. Yeah. C'est pas comme si on ne faisait ça que pour l'argent, bien que ce soit bien sympa aussi. C'est surtout que l'on souhaite s'amuser avec ces personnages de toutes les manières possibles. C'est ça le vrai esprit de ce projet. True to the spirit of what this is. Hmm. Yeah, I would love to play J'adorerais jouer aux jeux de combat avec Exquisite Corps. Ça serait vraiment marrant. J'adore les jeux de combat, mais je trouve que la maîtrise est si difficile. The learning curve is always so high. Yeah, I'm terrible at them. Yeah, they're tough. They're tough, but always fun. How become the idea of card games? That Wow. came out of one of our really early conversations, just the idea of it. C'est apparu dès le départ de nos échanges. Enfin, l'idée d'un jeu, tu vois. James et moi, on parlait de comment le comics pourrait être adapté de différentes manières et on s'est dit, ça ferait un super jeu vidéo. Et j'ai dit, parce qu'à l'époque, j'illustrais un paquet de cartes Magic the Gathering. Et donc, j'avais ça à l'esprit. Et je suis un gros joueur de jeux de société. Et donc, j'ai dit, en fait, ça ferait un super jeu de cartes ou un jeu de société. Et James a répondu, ouais, c'est vrai. Et là, j'ai dit, je vais créer un jeu là-dessus. Et James a répondu ironiquement, bien sûr, tu devrais. Je ne pense pas qu'il imaginait que j'allais vraiment le faire. Yeah, and then we show up to our first creative summit. Oui, et ensuite on se rencontre pour notre premier sommet autour de la création du comics, où l'on exposait les règles de l'univers et la ville, où l'on finalisait les tueurs. Et Michael avait construit un système de jeu opérationnel, et on l'a testé pour la première fois à ce rendez-vous. À cet instant, on s'est dit, déjà c'est fun à jouer, et en plus on a l'impression que c'est dans l'esprit même de ce que l'on est en train de créer. It was like, oh, this is like, first off, it's very fun. And then on top of that, it's just like, it feels like a really authentic expression of what we're trying to do here. Yeah. And from that moment on, we were developing the card Donc game. on s'est mis à développer le jeu en tandem avec la série, et t'as commencé à le tester avec ton groupe d'amis avec lesquels tu joues. Like your local group of, game playing friends. Yeah, so I assembled a playtesting group. Oui, j'ai réuni un groupe de testeurs d'environ 20 créatifs de la région de Toronto en Ontario. Certains travaillent pour des sociétés différentes, mais on a des gens qui travaillent chez Rockstar Games par exemple, il y a des artistes et des graphistes. C'est vraiment un groupe éclectique de personnes très intelligentes et créatives qui m'ont aidé à améliorer et à équilibrer le jeu alors qu'on le développait. Hyper intelligent and creative people who worked with me to refine and balance out the game as we were developing it. And the development of the card game took just as long as the Et ce development développement a pris autant de temps que celui de la série. Ça s'est fait en parallèle. Je pense qu'on l'a testé pendant près d'1 an à améliorer sans cesse. Refining and refining. And then, at first, like I said, it was kind of a pie in the sky idea, but as soon Et as comme je l'ai dit, c'était à la base une idée utopique, mais dès qu'on a joué, on s'est rendu compte à quel point c'était marrant. Et donc, je voulais juste partager ça avec d'autres personnes pour qu'ils puissent It's a s'amuser. really fun way to take these characters that you love and Et en plus, c'est une manière sympa de prendre ces personnages et de jouer avec eux, s'amuser à être eux et pouvoir avoir une fin différente que celle de la série. Par exemple, si vous étiez voir quelqu'un gagner le jeu alors qu'il a perdu dans le livre, c'est votre chance d'amener Léopold Strong, par exemple, jusqu'à la ligne d'arrivée, vous voyez. What do you like the most about each other? I like James. J'aime bien les cheveux de James. Thank you. Just the hair. No, I think James is a very Non, je pense que James est une personne très généreuse et nourricière et que tout le monde qui l'entoure se sent aimé, accueilli et choyé. Je pense que c'est une qualité vraiment merveilleuse. That's very sweet. Oh, c'est adorable. I need a hug. I love how excited. Moi, j'aime la manière dont Michael est enthousiaste avec tout ce qui l'approche quand on échange. C'est même dangereux. Par exemple, cette semaine, juste en allant jusqu'au train, Being together for a full week because just a little side conversation on the way walking to a train Ouais. and all of that. So much creativity between us. Exactly. Okay. There's an energy of tout à fait, il y a cette énergie et tu vois, ces mondes que l'on crée et pouvoir en parler et pas uniquement de ce projet en commun, mais aussi les autres que l'on développe dans notre coin. Mais là, c'est un peu notre enfance si unique et bref, je sais pas, c'est juste une relation merveilleuse. It's a really, really wonderful dynamic. And you can take few words with the Urban Comics on the collaboration. How much freedom did you give to the French publisher? I mean,
when we were putting together the comic, I obviously so many of my other books. Quand on a mis en place cette histoire, je veux dire évidemment, tellement de mes livres ont été publiés par Urban, presque tous en fait, sauf un ou deux ont été publiés par Urban. Et depuis le succès qu'ils ont amené à The Nice House on the Lake sur le marché francophone qui était vraiment étonnant. Et donc avec le temps, je suis devenu proche de l'équipe d'Urban. Et quand on a commencé à discuter de Exquisite Corpse, c'était évident que, il semble qu'il y ait eu une vraie bataille pour acquérir les droits. Mais ce qui nous a décidé, c'était cette vision qu'ils avaient d'amener la série de manière vraiment excitante sur le marché français. En intégrant le jeu de cartes, qui est un élément qui nous est cher, et aussi l'idée de vouloir le proposer à la manière d'un feuilleton, d'essayer de capter cette dimension sérielle tout en gardant en tête qu'il y aurait également une version plus pensée pour le lectorat français habitué aux éditions qui compilent les chapitres. Et ça, c'était très prévenant la manière dont ils nous ont proposé de faire et on s'est dit, ouais, on est à l'aise si c'est vous qui vous en chargez et je suis ravi d'avoir pris cette décision. There was a version of it that was coming for, the core comics reading audience in the standard French format. And it's just like, it was such a considered take. They laid it all out and it was like, yeah, no, we're very comfortable in your hands. And, I'm very, very happy with the decision we made. Okay. Yeah, this is... I believe I did Frankenstein with Urban. Oui, c'est ce que je pense également. J'ai déjà fait Frankenstein avec Urban et c'est une adaptation, plutôt un ajout au grand classique de 1931 et issu de la collection Universal Monsters, dans laquelle James a fait le Dracula qui était super. Mais c'était la première fois que je visitais les bureaux et que je rencontrais les équipes d'Urban et ce sont des personnes adorables et je serais extatique de travailler à nouveau avec eux et j'ai hâte de continuer à bosser avec eux sur Exquisite Corpse dans le futur. All of the Exquisite Corpses things that are coming down the line. Perfect. And for our finish, is there another genre, another style you'd like to explore after Exquisite Corpse? I mean, the nice thing about Exquisite Corpses is it's such a big world with so Ce qui est sympa avec Exquisite Corpse, c'est que cet univers est si énorme, avec tant d'histoires variées à raconter. Durant la semaine, on a déjà commencé à poser les bases de ce que pourrait être la deuxième saison et les idées défilent. And, the energies are flowing. We are, The electricity is popping. And I mean, this is definitely like the big thing that... Et comme c'est le gros projet sur lequel on va passer un paquet de temps durant les prochaines années. Lives, like working on. 7 years. 5 years at least. 5 years at least. Au moins 5 ans, mais c'est quelque chose sur lequel j'adore travailler avec Michael, donc tu vois, t'es pas prêt de te débarrasser de moi. Not getting rid of me. Oh, so cute. Last word for you, Michael? Yeah, I guess thank you to anybody who has picked up Exquisite Corpses and gave it a chance. Oui, merci à toutes celles et ceux qui ont acheté Exquisite Corpse. J'espère que notre lectorat français s'éclatera et sachez que James et moi avons de gros projets pour au moins 5 ans et qu'il y a plein de trucs importants qui vont arriver sur la série. Il y aura de grands changements pour la deuxième saison et je pense que l'on va surprendre pas mal de vos attentes. Alors soyez prêts à être surpris par la manière dont les choses vont évoluer. Things move in the future. Oh my God, I can wait. Thank you so much, Guy, for this moment. Thank you so much for having us. You were great.